Ma mère a dit que mes enfants mangeraient les restes. Mon père m'a traité de servante. J'ai emmené mes enfants au restaurant et j'ai passé un appel. Quelques heures plus tard, il m'appelait, complètement paniqué. Je m'appelle Anne, j'ai 34 ans et je suis mère célibataire de mes merveilleux enfants, Léa et Julien. Grandir dans une famille riche peut sembler un rêve, mais sous la surface polie de notre manoir coulaient des courants de favoritisme qui allaient toujours vers ma sœur, Diane. Pendant des années, j'ai enduré les dîners dominicaux hebdomadaires où mes enfants et moi étions traités comme des citoyens de seconde zone. Mais le mois dernier, une simple commande de plat à emporter est devenue le point de rupture qui a tout changé. Ce qui s'est passé quand j'ai enfin pris ma défense, choqué toute ma famille et transformé nos vies pour toujours. Mes parents, Richard et Éléonore Leroy, ont bâti un empire immobilier prospère dans les Yvelines, accumulant une richesse dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Notre maison d'enfance était une vaste demeure bourgeoise de 7 chambres avec des jardins entretenus, une piscine et des logements pour le personnel. Mais tout ce luxe s'accompagnait d'un amour froid et conditionnel. Dès le début, ma sœur Diane était l'enfant chéri. Elle était le portrait craché de notre mère avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés, ses yeux verts et un sourire qui pouvait charmer n'importe qui. De 4 ans mon aînée, Diane a appris très tôt qu'elle pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait simplement en demandant. Ses récitals de ballet étaient des événements familiaux qui exigeaient la présence de tout le monde. Ses œuvres d'art étaient encadrées professionnellement et exposées en bonne place dans le couloir principal. Ses réussites scolaires, même les plus mineures, étaient célébrées par des fêtes somptueuses. Moi, en revanche, j'étais la pragmatique, la responsable. Mes cheveux bruns et mes yeux noisettes ressemblaient à ceux de ma grand-mère paternelle, que ma mère n'avait jamais particulièrement appréciés. Bien que j'excellais à l'école et que j'ai remporté plusieurs concours académiques, mes réussites étaient accueillies par des commentaires comme « C'est ce que nous attendons de toi, Anne, ou bien sûr que tu as réussi. Tu n'as rien d'autre pour te distraire. » Il n'y avait pas de fête pour mes accomplissements, pas de cadres spéciaux pour mes diplômes. Quand est venu le temps des études supérieures, Diane a intégré HEC avec une généreuse allocation mensuelle malgré ses notes médiocres. J'ai obtenu une bourse d'excellence pour étudier les sciences de l'éducation à la Sorbonne, mais j'ai quand même entendu des commentaires sur le fait que l'enseignement était une ambition si modeste pour quelqu'un de mon milieu. Après l'université, le schéma a continué. Diane a épousé Bertrand, un cadre financier issu d'une autre famille riche, lors d'un mariage qui a coûté plus cher que la plupart des maisons. J'ai rencontré Thomas, un architecte gentil et travailleur, lors d'une soirée entre amis. Lorsque nous nous sommes fiancés, la première question de ma mère a été de savoir si nous allions signer un contrat de mariage, chose qu'elle n'a jamais mentionnée à Diane. Adulte, Diane a continué à mener une vie de rêve. Elle n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie, se concentrant plutôt sur les galas de charité et les clubs privés qui lui permettaient de réseauter avec d'autres familles fortunées. Mes parents leur ont offert, à elle et à Bertrand, une première maison comme cadeau de mariage et continuent de subventionner leur style de vie. Pendant ce temps, j'ai construit une carrière de professeur des écoles, trouvant une véritable satisfaction à aider les jeunes esprits à grandir malgré un salaire modeste. Il y a 3 ans, ma vie soigneusement construite s'est effondrée lorsque j'ai découvert que Thomas avait une liaison avec une collègue. Le divorce a été rapide mais douloureux, me laissant élever nos enfants en grande partie seul. Thomas paie une pension alimentaire, mais elle est souvent en retard et jamais suffisante. Mes parents auraient pu m'aider pendant cette transition difficile, mais au lieu de cela, ils ont commenté que j'aurais dû faire plus d'efforts pour que le mariage fonctionne et se sont demandé pourquoi Thomas m'avait trompé. Malgré ces défis, je suis immensément fier de subvenir aux besoins de Léa et Julien. Léa, qui a maintenant 10 ans, a hérité de mon amour pour les livres et passe des heures à dessiner et à écrire des histoires. Elle est sensible et attentionnée, toujours la première à remarquer quand quelqu'un est triste. Julien, 8 ans, est notre petit scientifique, posant constamment des questions sur le fonctionnement des choses et menant des expériences dans notre petite cuisine. Les 2 enfants sont d'une politesse sans faille, ce que de nombreux enseignants ont souligné lors des réunions parents-professeurs. La tradition du dîner dominical hebdomadaire au manoir de mes parents a commencé lorsque Diane et moi avons eu des enfants. La famille devrait se réunir régulièrement, insistait ma mère, bien que ces dîners soient rapidement devenus un autre lieu pour souligner les différences de traitement entre nos enfants. Les enfants de Diane, Hugo, 12 ans, et Chloé, 9 ans, arrivent avec les derniers gadgets électroniques et des vêtements de marque. Ils interrompent les adultes, exigent des plats spécifiques préparés juste pour eux et cassent fréquemment des objets sans grandes conséquences. En revanche,
mes enfants ont appris à ne parler que lorsqu'on leur adresse la parole lors de ces rassemblements, à accepter ce qui est servi sans se plaindre et à proposer leur aide pour le nettoyage, bien que leur aide soit généralement déclinée avec un dédaigneux, nous avons du personnel pour ça, ma chérie. Les insultes subtiles et les commentaires passifs-agressifs ont été des compagnons constants lors de ces dîners. Oh, ce haut est si pratique. J'imagine que les professeurs doivent être économes avec leur garde-robe où les enfants ont l'air en bonne santé, même sans ces activités extrascolaires coûteuses. J'ai enduré ces commentaires en me disant que maintenir les liens familiaux était important pour mes enfants, malgré le coût émotionnel. Ces derniers mois, le mauvais traitement s'était nettement intensifié. Diane venait de rentrer de 3 semaines de vacances en Europe que nos parents avaient financées comme une pause santé mentale pour elle. Pendant ce temps, je travaillais à l'école d'été pour pouvoir acheter de nouveaux vêtements pour mes enfants qui grandissaient. Chaque semaine, Diane régalait tout le monde avec des récits de cafés parisiens et de plages italiennes tout en me lançant des regards suffisants. Mes parents rayonnaient de fierté de voir à quel point leurs filles et leurs petits-enfants devenaient cultivés, ignorant délibérément que mes enfants n'avaient jamais même profité de modestes vacances en famille. J'avais appris à ravaler ma fierté il y a des années, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ce dimanche soir, lorsqu'une simple commande à emporter a révélé à quel point ma famille nous méprisait. Ce dimanche fatidique a commencé comme n'importe quel autre jour de week-end dans notre modeste appartement de 3 pièces. Je me suis levé tôt malgré le fait que ce soit mon seul jour de grasse matinée, car Léa avait besoin d'aide pour son projet de science à rendre le lundi et Julien voulait s'entraîner à la lecture avec moi. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux de notre cuisine pendant que je préparais des crêpes en forme de dinosaure, une petite tradition qui rendait notre budget limité moins restrictif. « Maman, tu crois que mamie aimera le dessin que j'ai fait pour elle ?» demanda Léa avec soin, plaçant son œuvre d'art dans un dossier pour la garder intacte. Elle avait passé des heures à créer un portrait de famille, capturant méticuleusement des détails comme le motif de la broche préférée de ma mère. « Il est magnifique, ma chérie. Je suis sûr qu'elle va l'adorer, dis-je. Bien qu'en privé, je craignais qu'il ne soit ajouté au tiroir des œuvres d'art de mes enfants qui ne semblaient jamais arriver sur le réfrigérateur, contrairement aux créations souvent moins impressionnantes des enfants de Diane. À midi, j'aidais les enfants à préparer un crumble aux pommes maison à apporter pour le dîner. Mes parents n'attendaient jamais de Diane qu'elle contribue à ces repas, mais on m'avait appris qu'un invité ne devait jamais arriver les mains vides. Bien que nous soyons de la même famille, je me sentais toujours plus comme une visiteuse dans la maison de mon enfance. « Je peux saupoudrer la garniture, maman ?» demanda Julien, se hissant sur la pointe des pieds pour regarder dans le saladier. « Bien sûr, mon grand. Souviens-toi juste comme je te l'ai montré, comme si tu nourrissais de petits oiseaux. » Je lui montrai le mouvement doux entre mes doigts. Au moment où nous terminions, j'entendis un bruit inquiétant venant de l'extérieur. En courant à la fenêtre, je vis un liquide s'échapper de sous ma vieille Peugeot 208 de 10 ans. Mon cœur se serra. Les réparations de voitures n'étaient absolument pas prévues dans le budget serré de ce mois-ci. « Tout va bien, maman ?» demanda Léa, remarquant mon expression. « Juste un petit problème de voiture, ma puce. Rien d'inquiétant. » Je forçai un sourire. « Laissez-moi appeler oncle Marc. » Mon voisin Marc était un mécanicien qui m'aidait parfois pour des problèmes mineurs. 45 minutes et 100 € plus tard, Marc avait suffisamment réparé le problème pour que nous puissions nous rendre chez mes parents et en revenir, bien qu'il m'ait prévenu que j'aurais bientôt besoin de réparations plus sérieuses. Cette dépense imprévue signifiait que je devrais reporter l'achat de nouvelles chaussures pour Léa, dont la paire actuelle montrait déjà des signes d'usure importants. Le temps de prendre la route, nous avions 30 minutes de retard. J'ai appelé ma mère pour l'informer, mais je n'ai eu droit qu'à un soupir et un commentaire sur le fait que la ponctualité était une vertu. Le mal de tête dû au stress qui précédait toujours ces dîners de famille battait déjà derrière mes yeux. Nous nous sommes arrêtés devant l'imposant portail en fer forgé du domaine de mes parents à 16h45, 45 minutes après l'heure d'arrivée demandée. L'allée circulaire était remplie de véhicules de luxe, y compris le tout nouveau Range Rover de Diane que je n'avais pas encore vu. « Waouh, Tati Diane a encore eu une nouvelle voiture », chuchota Julien alors que nous portions précautionneusement le crumble aux pommes sur les marches en marbre menant à l'entrée principale. « On dirait bien », répondis-je d'un ton neutre, ne voulant pas susciter de ressentiment chez mes enfants. Malgré le nœud dans mon estomac, le véhicule précédent de Diane avait moins d'1 an. L'imposante porte en chêne s'ouvrit avant que nous puissions sonner, révélant Martine, la gouvernante de longue date de mes parents, dont le regard bienveillant était le seul véritable accueil que nous pouvions espérer. « Ils sont dans le grand salon, mademoiselle Anne », dit-elle doucement en prenant nos manteaux.
L'ambiance est tendue aujourd'hui, ajouta-t-elle à voix basse. Notre code de longue date qui m'avertissait d'être particulièrement prudente. En traversant le hall d'entrée caverneux, j'ai remarqué plusieurs grandes valises empilées près de l'aile des invités. Avant que je puisse m'interroger à leur sujet, la voix de ma mère retentit depuis le salon. Vous avez enfin décidé de vous joindre à nous. Anne, nous étions sur le point d'envoyer une équipe de recherche. Ma mère était perchée sur son canapé antique préféré, un verre de vin blanc à la main, sans prendre la peine de se lever pour nous saluer. À 63 ans, Éléonore Leroy conservait la silhouette élancée et la posture parfaite de ses jours de débutante, ses cheveux blonds argentés expertement colorés et coiffés chaque semaine. Je suis désolé pour le retard. Problème de voiture, expliquai-je en faisant avancer mes enfants. Nous avons apporté le dessert. Mon père leva à peine les yeux de son journal financier. Martine, emportez ça à la cuisine, ordonna-t-il, sans même nous regarder. À 65 ans, Richard Leroy restait une figure imposante avec sa chevelure argentée et ses costumes sur mesure qu'il portait même pour les dîners de famille. Diane se prélassait sur le canapé moelleux, faisant défiler son téléphone. Encore des problèmes de voiture? Peut-être que si tu avais un véhicule fiable comme une adulte, ricana-t-elle en rejetant ses cheveux parfaitement méchés. Ses enfants, Hugo et Chloé, étaient affalés par terre, jouant avec ce qui semblait être des tablettes flambant neuves. Mamie, papy, on est là, cria Chloé quand elle nous a enfin remarqués, sautant pour courir vers mes parents. Tu m'as ramené quelque chose? Ma mère s'illumina immédiatement, posant son verre de vin pour embrasser Chloé. Ma chérie, j'ai trouvé la plus belle poupée dans le placard du hall, du temps où ta mère était petite. Martine l'a nettoyée pour toi. Léa s'avança timidement, tendant son dessin soigneusement réalisé. J'ai fait ça pour toi, mamie. Ma mère prit le papier du bout des doigts, comme si cela pouvait tacher son chemisier en soie. Quelle créativité! Martine peut le mettre en lieu sûr. Le dessin fut remis à la gouvernante sans un second regard. J'ai ravalé ma déception et ma colère, posant une main rassurante sur l'épaule de Léa alors que son visage se décomposait. C'est magnifique, Léa. Peut-être que mamie pourra l'encadrer pour son bureau. Ma mère fit un bruit évasif et reporta son attention sur Chloé, qui déballait déjà une poupée de porcelaine antique que je reconnus comme étant celle que je n'avais jamais eu le droit de toucher quand j'étais enfant. Julien se tenait maladroitement à mes côtés, regardant Hugo montrer sa nouvelle tablette de jeu à mon père, qui hochait la tête avec un intérêt apparent, chose qu'il n'avait jamais montré pour les réussites scientifiques de Julien. Anne, les enfants ont l'air d'avoir encore grandi hors de leurs vêtements, observa ma mère d'un œil critique. Un âge si difficile. Ils ont sans cesse besoin de nouvelles choses, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, Diane intervint. Eh bien, certains d'entre nous anticipent ces choses, mère. Tout le monde n'attend pas que ses enfants aient l'air de s'habiller dans des friperies. La cruauté désinvolte me serra la poitrine, mais des années de pratique m'ont aidé à garder une expression neutre. Nous nous en sortons très bien, merci, dis-je simplement. Alors que nous nous installions dans la conversation inconfortable d'avant-dîner, j'ai remarqué d'autres signes que quelque chose d'inhabituel se passait aujourd'hui. Diane n'arrêtait pas de mentionner que son mari Bertrand était en voyage d'affaires pour une durée indéterminée, un détail qu'elle répétait avec une étrange insistance. Mon père semblait distrait, vérifiant son téléphone fréquemment avec un front soucieux, et ma mère, toujours l'hôtesse parfaite, n'avait même pas pris la peine de nous offrir des rafraîchissements. Après environ 20 minutes de cette interaction tendue, ma mère a soudainement annoncé « Je suis tout simplement trop épuisée pour cuisiner ce soir après avoir organisé le déjeuner du club de jardinage hier. Nous allons commander à emporter. » C'était sans précédent. En 15 ans de dîners dominicaux, ma mère n'avait jamais suggéré de commander à emporter, faisant souvent des commentaires acerbes sur les gens qui ne prenaient pas la peine de préparer de vrais repas de famille. Mon père hocha la tête en signe d'accord. Excellente idée. Nous ne regarderons pas à la dépense. Les enfants devraient avoir tout ce qu'ils veulent. La façon dont il a insisté sur les enfants en ne regardant que la progéniture de Diane a clairement montré de quels petits-enfants il parlait. Alors que Martine distribuait les boissons, y compris du jus de fruits frais pour les enfants de Diane et de l'eau du robinet pour les miens, j'ai eu le sentiment distinct que la tension inhabituelle dans la pièce était d'une manière ou d'une autre liée à moi, bien que je ne pouvais pas encore imaginer comment. Rassemblons-nous tous dans le salon pour décider de ce que tout le monde veut, annonça ma mère, nous conduisant du salon formel à la pièce de vie plus spacieuse avec ses plafonds cathédrales et ses baies vitrées donnant sur les jardins manucurés. Cette pièce,
comme chaque espace dans la maison de mes parents, était impeccablement décoré avec des antiquités et des œuvres d'art d'une valeur inestimable qu'il était généralement interdit aux enfants de toucher. Les enfants de Diane, cependant, se sont immédiatement affalés sur le canapé de couleur crème avec leurs chaussures, laissant de petites traces de terre que Martine nettoierait plus tard discrètement. Mes enfants se sont perchés avec précaution sur le bord d'une causeuse, leur posture parfaite après des années à se faire rappeler de ne pas se tenir avachis comme des gens du commun. Je me suis assise à côté d'eux, calculant déjà mentalement combien d'argent je pouvais me permettre de contribuer à ce repas à emporter inattendu sans complètement faire dérailler notre budget de la semaine. Mon père a sorti un petit carnet en cuir et un stylo en or de sa poche de poitrine, des objets qu'il utilisait généralement pour noter des idées d'investissement ou les coordonnées d'importants partenaires commerciaux. Alors, qu'allons-nous commander, Éléonore? Pourquoi ne demandes-tu pas aux enfants ce qu'ils aimeraient? Ma mère sourit chaleureusement en se tournant vers les enfants de ma sœur. Hugo, Chloé, que voudriez-vous pour le dîner ce soir? Absolument tout ce que vous voulez. Hugo leva à peine les yeux de sa tablette. Je veux des sushis. Pas les sushis normaux. Je veux les Dragon Rolls spéciaux avec les paillettes d'or comme ceux qu'on a eus à Tokyo. Chloé enroula ses cheveux autour de son doigt. Je veux des pâtes de ce restaurant italien. Celles avec la sauce à la truffe qui coûte plus cher, et du pain à l'ail et du tiramisu. Mon père nota consciencieusement leur commande, hochant la tête d'un air approbateur. Excellent choix. Le nouveau restaurant japonais en ville propose bien des options à la feuille d'or, je crois. Et nous pouvons certainement commander chez Vincenzo pour les pâtes. Diane s'étira paresseusement sur le canapé. Je prendrai le saumon poêlé avec cet incroyable risotto de chez Vincenzo, et peut-être une de leurs eaux pétillantes importées. Ma mère hocha la tête et regarda mon père. Richard, et toi? Je pense que je vais rejoindre Hugo avec les sushis. Peut-être un peu de saké aussi, répondit-il, toujours en train d'écrire dans son carnet. Pendant que cet échange se poursuivait, j'ai remarqué que mes enfants se chuchotaient tranquillement, essayant de décider ce qu'ils pourraient commander quand leur tour viendrait. Les yeux de Léa s'illuminèrent à la mention des pâtes, son plat préféré, mais un plaisir que nous nous offrions rarement au restaurant en raison du coût. Julien calculait mentalement s'il pourrait commander un hamburger, son choix habituel pour les occasions spéciales. Je leur ai souri de manière encourageante, pensant que malgré la tension familiale habituelle, au moins ils profiteraient d'un repas spécial. Peut-être que ce dîner à emporter inattendu serait en fait un changement agréable par rapport à l'affaire formelle habituelle où on leur rappelait constamment les bonnes manières à table et où on les décourageait de parler à moins qu'on ne leur adresse la parole. Après que ma mère eut fini de lister sa propre commande, un silence gênant s'installa dans la pièce. Mes enfants regardaient leurs grands-parents avec attente, attendant qu'on leur demande leurs préférences. J'ai attendu aussi, ne voulant pas paraître présomptueuse en parlant à tort et à travers dans la maison de mes parents, une habitude profondément ancrée depuis l'enfance. Le silence s'est étiré pendant près de 30 secondes avant que je ne pousse doucement Léa et Julien, « Qu'est-ce que vous aimeriez manger, vous deux ?» Avant que l'un ou l'autre enfant ne puisse répondre, le visage de ma mère se transforma en un masque froid que je ne connaissais que trop bien depuis mon enfance. D'un geste dédaigneux de sa main manucurée, elle déclara sèchement, « Tes enfants peuvent manger les restes qu'il y a dans la cuisine. Ils ne sont pas des invités ici. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un coup physique. J'avais l'impression que tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce alors que j'essayais de comprendre ce que ma mère venait de dire. À côté de moi, je sentis Léa se raidir et la petite main de Julien serrer la mienne fermement. Avant que je puisse formuler une réponse, Diane laissa échapper un ricanement. Et n'oublie pas, Anne, je reste toute la semaine, donc tu couvres aussi mes repas. Elle examina ses ongles parfaits avant d'ajouter, Bertrand est en voyage pour le travail, et je ne supporte tout simplement pas d'être seul dans notre maison. Mère et père ont accepté que je reste ici, et comme ils couvrent les dépenses de Hugo et Chloé, tu peux te charger des miennes. Mon esprit s'emballa pour donner un sens à cette situation bizarre. Pourquoi devrais-je couvrir les frais de repas de Diane chez nos parents? Pourquoi disait-on à mes enfants de manger les restes de la cuisine? Que se passait-il? Mon père se racla la gorge avec autorité, le son me ramenant à d'innombrables moments de mon enfance où il rendait son jugement sur un de mes échecs supposés. Et ne reste pas là avec un air confus. Va mettre la table comme une bonne petite domestique. C'est à ça que tu sers, n'est-ce pas? T'occuper des détails dont personne d'autre ne veut s'embêter. À cet instant, quelque chose s'est cristallisé en moi. Des années de dénigrement subtil et moins subtil, de manipulation financière,
de voir mes enfants être traités comme moins dignes que leurs cousins, tout s'est condensé en un seul point de clarté. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était un jeu de pouvoir conçu pour établir une domination avant que quelque chose d'autre ne se produise. Les valises dans le couloir, les commentaires de Diane sur le fait de rester la semaine, l'attention inhabituelle. Tout a soudainement pris son sens. J'ai regardé les visages de mes enfants, j'ai vu la peine et la confusion dans leurs yeux, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Dans cet instant figé, des souvenirs ont déferlé dans mon esprit comme une série de clichés. Noël dernier, lorsque les cadeaux que Léa avait soigneusement économisés pour ses grands-parents ont été ouverts avec des sourires forcés et immédiatement mis de côté, tandis que la carte dessinée à la hâte par Chloé était encadrée sur le champ. Le 7e anniversaire de Julien, lorsque mes parents sont arrivés avec 3 heures de retard avec des cadeaux extravagants pour Hugo, pour qu'il ne se sente pas exclu, mais rien pour le garçon dont c'était l'anniversaire. Le dernier Thanksgiving, lorsque ma mère a commenté que ma tarte à la citrouille maison avait l'air adéquate pour quelqu'un sans formation culinaire appropriée, avant de servir des desserts achetés en magasin. Pendant des années, j'avais accepté ce traitement, me disant qu'il était important pour mes enfants d'avoir une relation avec leurs grands-parents malgré le coût émotionnel. Je m'étais convaincu qu'endurer l'humiliation était en quelque sorte noble, que tendre l'autre joue enseignait à mes enfants la patience et la résilience. Mais en regardant leurs yeux baissés maintenant, j'ai réalisé que je leur avais appris quelque chose de bien plus dommageable, qu'ils devaient accepter d'être traités comme s'ils ne méritaient pas le respect le plus élémentaire. Avec un calme qui me surprit même, j'ai pris les mains de mes enfants. Léa, Julien, nous partons, dis-je doucement mais fermement. La tête de mon père se releva brusquement de son carnet. Ne sois pas ridicule, Anne. Tu réagis de manière excessive comme d'habitude. Personne ne part, ajouta ma mère avec un sourire glacial. Tu fais toujours ça. Faire une scène pour rien. Les enfants peuvent avoir des sandwichs de la cuisine. Ce n'est pas comme s'ils appréciaient la grande cuisine, de toute façon. Diane leva les yeux au ciel de façon dramatique. Voilà le numéro de la martyre. Pauvre Anne, toujours si persécutée. Accepte simplement que certaines personnes comptent plus que d'autres. C'est la vie. Je suis resté immobile, tenant les mains de mes enfants. Non, ça, c'est ta vie, pas la nôtre. Plus maintenant. Mon père fit un geste dédaigneux. Assieds-toi, Anne. Ce spectacle puéril est embarrassant. Nous avons des sujets importants à discuter après le dîner concernant les finances familiales. Quelque chose dans son ton a confirmé mes soupçons qu'il se passait plus de choses ici que les dynamiques de pouvoir habituelles. Mais quelle que soit la crise ou le stratagème qui se préparait, j'ai soudain réalisé que je m'en fichais. J'avais passé toute ma vie à trop me soucier de ces gens qui se souciaient si peu de moi ou de mes enfants. Je suis sûr que vous avez des sujets importants à discuter, mais ils devront attendre un autre moment, répondis-je, guidant mes enfants vers la porte. Le visage de ma mère afficha une surprise sincère, comme si elle ne s'était vraiment pas attendue à ce que je parte réellement. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Et la loyauté familiale? L'ironie de sa déclaration était si profonde que j'ai failli rire. La loyauté, ça va dans les deux sens, mère. En arrivant dans le couloir, je me suis agenouillé au niveau de mes enfants. Allez chercher vos vestes, s'il vous plaît. Nous allons avoir un dîner spécial ailleurs ce soir. Leurs yeux s'écarquillèrent de confusion mais aussi de soulagement. Tu es sûre, maman? Chuchota Léa. Mamie a l'air vraiment en colère. J'en suis très sûre, ma chérie. Nous méritons d'être traités avec respect. Et si nous ne pouvons pas le trouver ici, nous irons ailleurs. Alors que les enfants allaient récupérer leur veste auprès de Martine, qui se tenait à proximité avec une expression sympathique, Diane est apparue dans l'embrasure de la porte du couloir. Tu sais, ils ne t'ont invité aujourd'hui que parce qu'ils ont besoin de quelque chose de toi, dit-elle, sa voix tenant un étrange mélange de méchanceté et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'envie. Ils allaient te demander de nous héberger, moi et les enfants, chez toi pendant un certain temps. Mais je leur ai dit que tu n'accepterais jamais à moins qu'ils ne te brisent d'abord. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Vous hébergez chez moi? Pourquoi auriez-vous besoin de rester avec moi? Diane examina ses ongles manucurés, évitant mon regard. Juste quelques ajustements financiers temporaires. L'entreprise de Bertrand se restructure. Rien de grave. Avant que je puisse traiter cette révélation, mon père est apparu derrière Diane. Anne, arrête ces bêtises immédiatement.
ta sœur a besoin de ton aide. Et en tant que famille, tu es obligé de la lui fournir. Mon appartement de 3 pièces que vous avez à plusieurs reprises qualifié de boîte à chaussures déprimante est soudainement un logement acceptable pour Diane et ses enfants, demandai-je, l'absurdité de la situation devenant de plus en plus claire. Ce n'est que pour quelques mois, jusqu'à ce que nous réglions certaines questions d'investissement, répondit sèchement mon père. Ta sœur a un certain niveau de vie qui doit être maintenu. Et mes enfants, que vaut leur niveau de vie pour cette famille? Ma mère est apparue maintenant, complétant le mur de désapprobation qui me faisait face. Tu es égoïste. Anne, ta sœur est dans une position délicate en ce moment. Léa et Julien sont revenus avec leur veste, se tenant près de moi en sentant la tension. J'ai posé des mains protectrices sur leurs épaules. Nous partons maintenant. Si vous voulez discuter du fait que Diane reste avec nous, vous pouvez appeler demain et demander correctement, avec le respect que vous montreriez à n'importe quel autre adulte à qui vous demandez une aide significative. Diane ricana. Elle part vraiment. Je vous avais dit qu'elle était devenue difficile depuis le divorce. Alors que nous nous tournions vers la porte, mon père a crié. Si tu pars maintenant, ne t'attends pas à notre aide quand tu en auras inévitablement besoin. La loyauté familiale n'est pas quelque chose que tu peux simplement rejeter quand ce n'est pas pratique. J'ai fait une pause, regardant en arrière les 3 d'entre eux, debout, unis dans leur suffisance et leur condescendance. Je n'ai jamais reçu votre aide quand j'en avais besoin. Pas quand Thomas est parti. Pas quand j'avais besoin d'une garde d'enfants pour garder mon travail. Pas quand Léa avait besoin d'un appareil dentaire. Ce que j'ai reçu, ce sont des jugements, des critiques et des rappels constants que nous sommes en quelque sorte moins importants que le reste de cette famille. Ça se termine ce soir. Sur ce, j'ai guidé mes enfants à l'extérieur, ignorant les protestations continues derrière nous. En marchant vers la voiture, Julien m'a regardé avec de grands yeux. On a des ennuis, maman? J'ai serré sa main de manière rassurante. Non, mon chéri. Je pense que nous sommes enfin sortis d'affaire. En nous éloignant du manoir, j'ai ressenti une étrange légèreté malgré l'incertitude qui nous attendait. J'ai jeté un coup d'œil à mes enfants dans le rétroviseur, notant leurs expressions confuses mais soulagées, et j'ai pris une décision spontanée. Que diriez-vous de dîner chez Auguste ce soir? Leur halètement d'excitation m'ont tout dit. Auguste était le genre de brasserie haut de gamme devant laquelle nous passions en voiture, mais où nous n'entrions jamais, le genre d'endroit où un seul repas coûterait plus que notre budget d'épicerie hebdomadaire. Mais ce soir, il me semblait important de faire une déclaration, non pas à ma famille, mais à mes enfants et à moi-même. Nous valions plus que les restes de la cuisine de quiconque. La brasserie Auguste se dressait comme une élégante île de lumière dorée et chaude au milieu des ombres du soir du centre-ville. Le voiturier a légèrement haussé les sourcils devant notre modeste Peugeot, mais a ouvert nos portières avec le même panache qu'il avait montré pour la Mercedes qui nous précédait. Je lui ai tendu les clés avec un pourboire plus petit que d'habitude, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Bienvenue chez Auguste. L'hôtesse nous a accueillis, son sourire professionnel ne faiblissant que brièvement alors qu'elle évaluait notre tenue décontractée du dimanche au milieu d'une mer de costumes d'affaires et de robes de cocktail. Avez-vous une réservation? Non, je crains que non, ai-je admis, me demandant soudain si cette décision impulsive se terminerait par une déception. À ma surprise, l'hôtesse a vérifié sa tablette et a hoché la tête. Nous avons eu une annulation. Nous pouvons vous installer dans environ 15 minutes si cela vous convient. Le soulagement a dû se voir sur mon visage. Ce serait parfait. Merci. Alors que nous attendions dans le hall luxueux, Léa a tiré sur ma manche. Maman, on peut vraiment manger ici? Ce n'est pas super cher? Je me suis agenouillé à son niveau, croisant ses yeux inquiets. Ce soir, c'est spécial, ma chérie. Parfois, nous devons nous rappeler notre propre valeur, et c'est l'un de ces moments. Julien était bouche bée, admirant les boiseries sombres et les lustres en cristal. C'est chic ici, murmura-t-il avec admiration. Est-ce qu'ils ont des hamburgers? J'ai ri doucement. Ils en ont probablement, et tu peux commander tout ce que tu veux ce soir. Lorsque nous avons finalement été assis à une table recouverte d'une nappe blanche impeccable, un serveur est rapidement apparu avec des menus reliés en cuir et un sourire sincère. Bonsoir. Je m'appelle Antoine, et je vais m'occuper de vous ce soir. Puis-je vous servir quelque chose à boire? Les enfants ont commandé des sodas, une gâterie rare chez nous, tandis que je me suis offert un verre de vin,
chose que je ne faisais presque jamais en raison du coût et de la nécessité de toujours garder la tête froide en tant que mère célibataire. Quand Antoine est revenu avec nos boissons, nous avons passé nos commandes. Julien a en effet choisi un hamburger, bien que celui-ci soit accompagné de cheddar vieilli et d'aioli à la truffe. Léa a choisi du saumon grillé avec des légumes rôtis, tandis que j'ai opté pour un plat de poulet à un prix modeste, toujours soucieuse des coûts malgré ma bravade antérieure. Alors qu'Antoine repartait avec nos commandes, Léa m'a regardé avec des yeux interrogateurs. Mamie et papy sont en colère contre nous maintenant? J'ai pris une gorgée de mon vin, réfléchissant à la façon de répondre. Ils sont probablement contrariés, oui, mais être contrarié ne donne à personne le droit de traiter les autres méchamment. Pourquoi mamie a dit qu'on devait manger les restes, demanda Julien, son jeune visage plissé par la confusion. On a fait quelque chose de mal? Mon cœur s'est serré à sa question, à l'idée qu'il puisse croire qu'il méritait un tel traitement. Non, mon chéri. Vous n'avez absolument rien fait de mal. Parfois, les adultes ont des sentiments compliqués qui les poussent à dire des choses méchantes, mais cela les concerne eux, pas vous. Est-ce que Tati Diane va vraiment vivre avec nous? Demanda Léa, l'inquiétude évidente dans sa voix. Notre appartement est si petit, et Hugo et Chloé ne sont pas très gentils avec nos affaires. J'ai tendu la main sur la table pour lui serrer la sienne. Non, ma chérie. Nous n'aurons pas d'invités de sitôt. Notre maison est notre refuge, et c'est nous qui décidons qui y entre. Au fil de notre conversation, j'ai vu mes enfants se détendre progressivement, leurs épaules s'abaissant de leur posture défensive, leur sourire devenant plus sincère. Ils ont commencé à parler de l'école et de leurs amis, la tension antérieure se dissipant dans ce luxe inattendu. Lorsque notre nourriture est arrivée, magnifiquement présentée et en portions assez généreuses pour garantir des restes, les yeux des deux enfants se sont écarquillés. C'est le plus gros hamburger que j'ai jamais vu, s'est exclamé Julien. Mon saumon a des fleurs dessus, s'émerveilla Léa, faisant référence à la garniture comestible. Nous avons savouré chaque bouchée. La qualité exceptionnelle rendait même les aliments familiers extraordinairement savoureux. En regardant mes enfants profiter de cette gâterie rare, j'ai réalisé que je ne les avais jamais vraiment défendus auparavant. Je leur avais appris à tolérer le manque de respect, à accepter moins que ce qu'ils méritaient, tout cela au nom du maintien de liens familiaux qui étaient toxiques à la base. Je dois aller aux toilettes, leur ai-je dit quand nous avons terminé nos plats principaux. Je reviens tout de suite. Voulez-vous regarder la carte des desserts pendant que je suis parti? Le hochement de tête enthousiaste m'ont fait sourire alors que je traversais le restaurant. Une fois dans les élégantes toilettes, j'ai sorti mon téléphone et l'ai fixé un long moment avant de passer un appel que j'aurais dû faire il y a des années. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Anne, c'est toi, ma chérie? Bonjour, marraine Patricia, dis-je, ma voix se brisant légèrement. J'espère que je n'appelle pas trop tard. Patricia de Courcy avait été la camarade de chambre de ma mère à l'université et autrefois sa meilleure amie avant une brouille il y a des décennies que ni l'une ni l'autre ne m'a jamais complètement expliqué. Elle était restée ma marraine malgré la rupture, envoyant des cartes d'anniversaire et des cadeaux de fin d'études, bien que mes parents m'aient découragé de maintenir un contact étroit. À 72 ans, Patricia était veuve, sans enfant et, selon les ragots de la famille, extrêmement riche grâce aux investissements technologiques de son défunt mari. Il n'est jamais trop tard pour avoir de tes nouvelles, ma chère. Bien que j'admette que je suis surprise. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air contrarié. Sa chaude sollicitude a fait tomber les murs émotionnels que j'avais maintenus toute la soirée. Dans un flot de mots, je me suis retrouvé à tout expliquer, des années de mauvais traitements subtils à la cruauté flagrante de ce soir. Je lui ai parlé de mes enfants à qui on a dit de manger les restes, des problèmes financiers apparents de Diane, des tactiques manipulatrices de mon père. Il y a eu une longue pause quand j'ai fini de parler, et pendant un moment, j'ai craint d'avoir dépassé les bornes en me confiant à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'attends cet appel depuis très longtemps, dit enfin Patricia, sa voix à la fois triste et résolue. Je me suis toujours demandé quand tu atteindrais ton point de rupture avec eux. Vous saviez, demandai-je, surprise. Bien sûr que je savais. Pourquoi penses-tu qu'Éléonore et moi nous sommes brouillés? Je l'ai confrontée sur la façon dont elle te traitait quand tu n'étais qu'une enfant. Richard montrait déjà un favoritisme si flagrant envers Diane, et j'ai dit à Éléonore qu'elle devait être le contrepoids pour s'assurer que tu te sentes aimé de la même manière. Elle m'a accusé d'interférer dans son éducation et m'a dit de ne plus jamais en parler si je voulais rester dans ta vie. Je me suis appuyé contre le comptoir en marbre, absorbant cette révélation.
Je n'ai jamais su. Ta mère a été claire, si je te le disais, on m'interdirait de te voir complètement. Alors je suis resté en périphérie, envoyant des cadeaux, observant de loin, en espérant que tu finirais par voir la vérité par toi-même. Et maintenant, c'est le cas, dis-je doucement. Et maintenant, c'est le cas, acquiesça T.L. Alors, que se passe-t-il maintenant, ma chère? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas. Je viens de quitter ma famille. Diane a apparemment besoin d'un endroit où rester, ce qui suggère qu'ils ont des problèmes financiers qu'ils n'ont pas révélés. Ma voiture a besoin de réparations que je ne peux pas vraiment me permettre, et je viens d'emmener mes enfants chez Auguste, de tous les endroits. Le rire de Patricia était chaleureux et sincère. Bravo à toi. Un choix parfait pour ta déclaration d'indépendance. Une déclaration que je ne peux pas me permettre, ai-je admis avec regret. Anne, je dois te dire quelque chose. J'ai toujours prévu de te laisser un héritage important. Ta mère le sait, ce qui est probablement une autre raison pour laquelle elle t'a gardé attaché à la famille malgré le coût émotionnel. Mais je ne vois aucune raison d'attendre ma mort pour que tu bénéficies de mes ressources. Patricia, je n'ai pas appelé pour demander de l'argent, protestai-je, horrifié à l'idée qu'elle puisse penser que c'était ma motivation. Je sais que non. C'est précisément pourquoi je veux t'aider. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies et pas d'héritier direct. J'aimerais créer une fiducie pour toi et les enfants immédiatement, pas après ma mort. Ma tête tournait face aux implications. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, puis écoute attentivement car il y a autre chose que tu devrais savoir sur la situation actuelle de tes parents. Quelque chose qui explique le besoin soudain de logement de Diane. Pendant les 5 minutes suivantes, Patricia a partagé des informations qui m'ont fait m'agripper au comptoir pour me soutenir. Apparemment, l'entreprise de mon père était en difficulté depuis des années, un fait qu'il avait caché à presque tout le monde. De récents mauvais investissements les avaient poussés au bord de l'insolvabilité. Le manoir avait été réhypothéqué plusieurs fois, Patricia elle-même détenant le prêt le plus récent après que les banques eurent refusé tout financement supplémentaire. Ils ont 3 mois de retard sur les paiements envers moi, expliqua-t-elle. Je n'ai pas engagé de poursuite parce que j'attendais de voir comment ils géreraient la situation, s'ils te traiteraient enfin comme un membre égal de la famille lorsqu'ils auraient besoin d'aide. Le comportement de ce soir répond définitivement à cette question. Quand je suis retourné à la table, j'ai trouvé mes enfants partageant joyeusement un énorme dessert au chocolat, leurs visages illuminés de joie sucrée. Mon téléphone avait commencé à vibrer à plusieurs reprises dans mon sac, les noms de mes parents et de ma sœur clignotant sur l'écran. Je l'ai mis en silencieux sans répondre. « Est-ce que tout va bien, maman ?» demanda Léa, perceptive comme toujours. J'ai souri, ressentant une véritable légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. « Tout va mieux que bien, ma chérie. Je pense que les choses sont sur le point de changer pour nous, et pour le mieux. » Après avoir payé l'addition, ce qui n'a causé qu'une angoisse financière momentanée maintenant que je savais que de l'aide arrivait, nous sommes rentrés à notre petit appartement. Pendant tout le trajet, mon téléphone a continué à vibrer avec des appels et des SMS que j'ai continué à ignorer. Quelle que soit la crise qui se déroulait chez mes parents, elle attendrait demain. Ce soir était pour mes enfants, pour reconstruire ce qui avait été endommagé par des années à accepter moins que ce que nous méritions. Ce soir était le début de quelque chose de nouveau. Nous sommes arrivés à notre modeste immeuble juste après 21h. Les enfants bavardaient avec enthousiasme de leur expérience culinaire inattendue. Notre appartement au 2e étage sans ascenseur n'avait jamais semblé aussi accueillant que ce soir-là. Sa petitesse devenait soudainement chaleureuse plutôt qu'exiguë, sa simplicité, honnête plutôt que manquante. « On peut regarder un film avant de dormir, maman ?» demanda Julien, encore euphorique de notre soirée inhabituelle. Un dimanche normal, j'aurais insisté sur un coucher précoce pour préparer la semaine scolaire. Mais rien dans cette journée n'avait été normal, et je me suis surprise à acquiescer. Un cours, tu choisis. Alors que les enfants s'installaient sur notre canapé usé mais confortable avec un film Disney, j'ai finalement vérifié mon téléphone. 27 appels manqués et 43 SMS attendaient, leur urgence irradiant presque de l'écran. Les textes racontaient une histoire de panique croissante. De ma mère, Anne, arrête ce comportement enfantin et reviens immédiatement. De mon père, ta sœur a besoin de ton aide. C'est une affaire de famille. De Diane, tu as toujours été égoïste. Mère et père sont furieux. Au fil du temps, le ton a changé radicalement.
De ma mère, s'il te plaît, rappelle-nous. Nous devons discuter de sujets importants. De mon père, Anne, c'est urgent. La situation financière nécessite une discussion familiale. De Diane, écoute, je suis désolé pour le commentaire sur les restes de cuisine. Rappel, c'est tout. Et enfin, les messages les plus récents de ma mère, Patricia nous a appelés. S'il te plaît, nous devons parler. De mon père, quoi que Patricia t'ait dit, nous pouvons l'expliquer. Ne prends aucune décision pour l'instant. De Diane, vas-tu vraiment laisser Patricia de Courcy te monter contre ta propre famille après tout ce que nous avons fait pour toi? J'ai failli rire à ce dernier message, l'audace de prétendre qu'ils avaient fait quoi que ce soit pour moi alors que la réalité était tout le contraire. J'ai de nouveau mis mon téléphone en silencieux et j'ai rejoint mes enfants pour le film, décidant que quel que soit le drame qui se déroulait, ils pouvaient attendre le matin. Après avoir couché les enfants avec des câlins supplémentaires et des assurances qu'ils n'avaient rien fait de mal chez leurs grands-parents, je me suis préparé pour la semaine à venir, préparant les vêtements d'école et les déjeuners comme je le faisais toujours le dimanche soir. La routine était réconfortante, un rappel que malgré le séisme émotionnel de la soirée, notre vie quotidienne continuerait. J'ai dormi étonnamment bien et je me suis réveillé tôt pour appeler l'école et demander une rare journée de congé personnel. Le directeur, connaissant mon assiduité parfaite, a facilement accepté. Ensuite, j'ai appelé ma voisine Sandra, qui gardait parfois mes enfants après l'école, et j'ai arrangé qu'elle les prenne pour la journée. À 9 heures précises, on a frappé à la porte de mon appartement. Patricia se tenait là, élégante dans un simple tailleur pantalon bleu marine, ses cheveux argentés coiffés en un carré classique. Derrière elle se tenait un homme à l'air sérieux, portant une mallette en cuir. « Bonjour, ma chère », me salua-t-elle avec une étreinte chaleureuse. « Voici Maître Dubois, mon avocat. J'espère que ça ne te dérange pas que je l'ai amené, mais après notre conversation d'hier soir, j'ai pensé qu'il était prudent de formaliser certains arrangements immédiatement. » Nous nous sommes installés à ma petite table de cuisine avec du café, l'avocat disposant efficacement des documents à côté de lui. Patricia a expliqué qu'elle avait en effet appelé mes parents après notre conversation, les informant qu'elle allait accélérer le calendrier de certaines affaires financières. L'hypothèque sur leur propriété est maintenant officiellement en défaut, expliqua-t-elle. Normalement, cela déclencherait un long processus de saisie, mais il y a une clause dans notre accord qui accélère le calendrier en cas de. Elle jeta un coup d'œil à son avocat qui fournit le terme « changement défavorable important de la situation financière ». Maître Dubois se racla la gorge. En termes simples, Madame de Courcy a le droit légal d'exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt, sur la base d'informations concernant d'autres dettes et de fausses déclarations financières qui ont récemment été révélées. Je les ai regardés fixement, essayant de comprendre les implications. Vous voulez dire que mes parents pourraient perdre leur maison? Patricia me tapota doucement la main. Ils allaient la perdre de toute façon, Anne. L'entreprise de Richard est dans le rouge depuis près de 3 ans. Il a emprunté des sommes de plus en plus désespérées à des taux d'intérêt exorbitants pour maintenir les apparences. Le mari de Diane, Bertrand, n'est pas parti en voyage d'affaires. Il l'a quittée après avoir découvert qu'elle avait secrètement réhypothéqué leur maison pour payer des dettes de carte de crédit. La maison est en cours de saisie, c'est pourquoi elle avait besoin d'un endroit où rester. Ma tête tournait face à ces révélations. La famille riche et parfaite face à laquelle je m'étais toujours senti inférieur n'était qu'une façade qui s'effritait de l'intérieur tout en maintenant des apparences impeccables. Qu'est-ce que tout cela signifie pour eux? Pour nous, demandai-je. Maître Dubois fit glisser un document vers moi. Madame de Courcy souhaite établir une fiducie pour vous et vos enfants. Le financement initial serait de 5 millions d'euros, avec des dispositions pour les frais de scolarité, le logement et les soins de santé. Vous en seriez la fiduciaire, avec un pouvoir discrétionnaire total sur les distributions. J'ai failli m'étouffer avec mon café. 5 millions d'euros? Patricia sourit. Une petite partie de ce dont tu hériteras finalement, mais assez pour assurer ton indépendance immédiatement. Il y a aussi une disposition pour l'achat d'une nouvelle maison si tu souhaites déménager. Alors que j'essayais d'absorber cette offre qui allait changer ma vie, on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, c'était plutôt un martèlement insistant. Je l'ai ouverte pour trouver toute ma famille debout là. Mon père, l'air débraillé sans sa veste de costume habituelle. Les cheveux de ma mère, inhabituellement décoiffés. Diane, les yeux rouges et portant ce qui semblait être les mêmes vêtements que la veille. Et ses enfants, l'air confus et grincheux.
Nous devons parler, dit mon père sans préambule, tentant de me pousser pour entrer dans l'appartement. Je suis resté ferme dans l'embrasure de la porte. Ce n'est pas le bon moment. Ma mère a regardé par-dessus mon épaule, ses yeux s'écarquillant à la vue de Patricia et de l'avocat à ma table de cuisine. C'est donc vrai. Tu t'es allié avec elle contre ta propre famille. Patricia se leva et s'approcha de la porte. Éléonore, Richard, Diane. Quelle surprise. J'expliquais justement à Anne les nouveaux arrangements financiers que j'ai pris pour elle et ses enfants. Le visage de mon père devint rouge vif. C'est une affaire de famille, Patricia. Tu n'as aucun droit d'interférer. J'ai acquis ce droit lorsque vous m'avez hypothéqué votre propriété, Richard, répondit froidement Patricia. Et lorsque vous avez manqué à notre accord. Diane s'avança, son sang-froid se fissurant. Anne, tu dois nous aider. Ils vont tout prendre. Où mes enfants sont-ils censés vivre? Pour la première fois, j'ai vraiment regardé ma sœur, voyant au-delà de l'extérieur parfait la femme paniquée en dessous. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Pas pour elle, mais pour ses enfants, qui étaient innocents dans tout cela. Peut-être que nous devrions tous entrer et en discuter civilement, suggérai-je en reculant pour leur permettre d'entrer. Les enfants peuvent regarder la télé dans la chambre pendant que nous parlons. Une fois Hugo et Chloé installés avec la tablette de Julien dans la chambre, les adultes se sont réunis dans mon petit salon, un tableau inconfortable de dysfonctionnement familial. Mon père s'est immédiatement lancé dans des accusations sur les tactiques sournoises de Patricia et ma trahison, tandis que ma mère s'éponguait les yeux avec un mouchoir brodé. J'ai levé la main, faisant taire sa tirade. Avant d'aller plus loin, je veux comprendre exactement ce qui s'est passé. Plus de mensonges. Plus de manipulation. Au cours de l'heure suivante, la vérité a émergé par fragments, chaque révélation plus surprenante que la précédente. L'empire immobilier de mon père était en déclin depuis des années, soutenu par des investissements de plus en plus risqués qui s'étaient finalement effondrés. Le mari de Diane l'avait en effet quitté après avoir découvert qu'elle avait accumulé plus d'un demi-million d'euros de dettes de cartes de crédit secrètes. Mes parents avaient prévu de me demander d'héberger Diane et ses enfants indéfiniment pendant qu'ils tentaient de sauver ce qui restait de leurs actifs. Nous allions te dédommager, bien sûr, insista mon père, bien que les détails de cette prétendue compensation soient restés commodément vagues. En traitant mes enfants comme des domestiques et en leur disant de manger les restes, demandai-je, incapable de retenir le tranchant de ma voix. Ma mère a eu la décence d'avoir l'air embarrassée. C'était une formulation malheureuse. Le stress de la situation a été énorme. Le stress ne vous fait pas dire à des enfants qu'ils ne méritent pas le même repas que leurs cousins, Éléonore, intervint fermement Patricia. Il révèle simplement ce que vous pensez vraiment d'eux. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, il est devenu clair que ma famille n'était pas venue pour s'excuser, mais pour obtenir mon aide à leurs conditions. Ils s'attendaient à avoir accès à toute l'aide financière que Patricia me fournirait, la présentant comme leur dû pour des années à nous avoir inclus, moi et mes enfants, dans les rassemblements familiaux. Finalement, après avoir écouté leurs attentes et leurs demandes, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé avec mon cœur. Je suis prête à aider, mais à mes conditions, pas aux vôtres. Diane et ses enfants peuvent rester avec moi pendant 2 semaines pendant qu'ils trouvent un logement convenable. Pendant ce temps, ils traiteront ma maison et mes enfants avec respect. Après cela, je vous aiderai à trouver un logement abordable et vous mettrai en contact avec des services de conseil financier. Le visage de mon père s'assombrit de colère. Tu ne peux pas être sérieuse. 2 semaines? Des conseils financiers? Sais-tu à qui tu parles? Oui, dis-je calmement. Je parle à des membres de ma famille qui ont besoin de mon aide mais qui ne m'ont jamais montré, ni à mes enfants, le respect le plus élémentaire. Cela change maintenant, où il n'y aura aucune aide du tout. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père rester sans voix. Ma mère avait l'air de pouvoir s'évanouir sous le choc d'être traitée de cette façon. Diane me fixait avec un mélange de ressentiment et de respect naissant. Ce sont mes limites, ai-je poursuivi. Vous pouvez les accepter ou partir, mais elles ne sont pas négociables. À cet instant, en regardant leur visage, j'ai réalisé une vérité profonde. Leur pouvoir sur moi avait toujours été une illusion, entretenue par mon propre besoin d'approbation et d'acceptation. Maintenant que je ne cherchais plus ni l'un ni l'autre, ce pouvoir s'était évaporé comme une brume matinale. 6 mois peuvent tout changer. Assise sur la terrasse de ma nouvelle maison, regardant mes enfants jouer dans le grand jardin avec leurs cousins,
il est difficile de croire à quel point nos vies se sont radicalement transformées depuis ce dîner dominical fatidique. Les premières semaines après la confrontation ont été difficiles, mais nécessaires. Fidèle à ma parole, j'ai permis à Diane et à ses enfants de rester temporairement dans notre petit appartement. La proximité a forcé des conversations qui auraient dû avoir lieu il y a des années, perçant le voile de prétention qui nous avait séparés en tant que sœurs. Une nuit, après que les enfants se soient endormis, Diane s'est effondrée et a admis à quel point elle avait envié mon indépendance. Comment, sous ses vêtements de marquer son maquillage parfait, elle s'était toujours sentie comme une coquille vide, entièrement définie par les attentes et le soutien financier de nos parents. Tu as construit ta propre vie, a-t-elle confessé en larmes. Je n'ai jamais appris à le faire. Cette conversation a marqué le début d'une nouvelle entente fragile entre nous. Pas une amitié instantanée, mais un respect mutuel qui n'avait jamais existé auparavant. Avec l'aide de Patricia, j'ai acheté une confortable maison de 4 chambres dans un bon quartier scolaire, avec un jardin pour que les enfants puissent jouer et un espace pour que je puisse lancer une petite entreprise de conseil en éducation. La fiducie qu'elle a établie a garanti que Léa et Julien n'auraient jamais à s'inquiéter des frais de scolarité ou des frais médicaux, me soulageant d'un poids énorme que je portais depuis leur naissance. Mes parents ont considérablement réduit leur train de vie, passant de leur manoir à un modeste condominium. La transition n'a pas été facile pour eux, en particulier pour ma mère, qui a eu du mal à accepter la perte de son statut social. Mais au fil des mois, j'ai commencé à voir des changements subtils en eux aussi. Mon père, contraint de prendre sa retraite lorsque son entreprise s'est finalement effondrée, a découvert une passion inattendue pour le travail du bois. Ma mère, d'abord désemparée sans son personnel et sa grande maison à gérer, s'est progressivement impliquée dans le bénévolat communautaire, ce qui semblait lui donner un but au-delà des apparences. Diane a trouvé un appartement dans son nouveau budget et, pour la première fois de sa vie d'adulte, a pris un emploi dans une boutique de vêtements. Le travail convenait à son œil naturel pour la mode et à ses compétences sociales. Et bien que le salaire soit modeste par rapport à son ancien style de vie, j'ai parfois aperçu des lueurs de fierté sincère lorsqu'elle mentionnait une journée réussie ou une cliente qu'elle avait aidée. Plus important encore, la dynamique avec les enfants a radicalement changé. Sans l'atmosphère toxique de comparaison et de favoritisme, les 4 cousins ont commencé à développer de véritables amitiés. Hugo et Chloé, d'abord rancuniers de leur situation réduite, se sont progressivement adaptés et ont même semblé soulagés par les attentes plus structurées de leur nouvelle vie. Des séances de thérapie familiale hebdomadaires, une autre condition que j'avais insisté pour mon implication continue, nous ont tous aidés à naviguer dans les émotions complexes et les schémas qui avaient défini nos relations depuis si longtemps. Notre thérapeute, la docteure Gabrielle Lecomte, nous a habilement guidés à travers des conversations difficiles sur les blessures, les attentes et la possibilité du pardon sans oublier. Les limites ne sont pas des murs, nous a-t-elle rappelé lors d'une session récente. Ce sont des clôtures avec des portails que vous contrôlez. Vous décidez quand les ouvrir et quel accès autoriser. Cette sagesse m'a aidé à maintenir l'équilibre délicat entre la compassion pour la situation de ma famille et la protection de mon propre bien-être émotionnel. Je pouvais offrir de l'aide sans sacrifier mon amour-propre ou le sentiment de valeur de mes enfants. Patricia est devenue une présence régulière dans nos vies, la figure de grand-mère que mes enfants avaient toujours méritée. Sa sagesse, son humour et son soutien inconditionnel ont guéri des blessures que je n'avais même pas réalisé que je portais. Parfois, la famille dont nous avons besoin n'est pas celle dans laquelle nous sommes nés, m'a-t-elle dit un jour alors que nous regardions les enfants jouer. Parfois, nous devons la créer nous-mêmes. Un dimanche soir, presque exactement 6 mois après l'incident des plats à emporter, j'ai organisé un dîner de famille dans ma nouvelle maison. Alors que tout le monde se rassemblait autour de ma table à manger, le contraste avec nos traditions dominicales précédentes n'aurait pas pu être plus frappant. La conversation coulait naturellement, sans les sous-entendus de jugement et de compétition qui avaient autrefois empoisonné chaque interaction. Lorsque Léa a fièrement montré à tout le monde son dernier projet artistique, ma mère l'a regardé attentivement avant d'offrir des éloges spécifiques et sincères. Plus tard, alors que je débarrassais les assiettes, mon père s'est approché de moi maladroitement. « Tu as une belle maison, Anne, dit-il, sa voix portant une note d'humilité inhabituelle. Et tu as fait un travail remarquable avec tes enfants. » Venant de lui, cette simple reconnaissance signifiait plus que n'importe quel grand geste n'aurait pu le faire. « Merci, papa, répondis-je, acceptant la branche d'olivier pour ce qu'elle était. Pas des excuses pour des décennies de favoritisme, mais peut-être le début de quelque chose de nouveau. Le voyage n'a pas été parfait. Les vieilles habitudes refont surface, surtout sous le stress.
Diane retombe parfois dans la suffisance. Ma mère fait parfois des comparaisons insensibles, et mon père a encore du mal à s'intéresser aux réussites de mes enfants. Mais la différence maintenant, c'est que ces comportements sont abordés ouvertement plutôt qu'endurés en silence. Ce que j'ai appris à travers tout cela, c'est que parfois le moment le plus difficile devient la porte d'entrée vers une vie meilleure. Que se défendre, soi et ses enfants, n'est pas égoïste mais essentiel. Que enseigner aux autres comment vous traiter demande du courage mais apporte la liberté. Plus important encore, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire l'histoire de votre famille, pour briser les schémas de toxicité qui ont persisté pendant des générations. Chaque fois que je vois mes enfants se tenir un peu plus droit, parler un peu plus avec confiance, je sais que quelles que soient les difficultés à venir, nous avons déjà gagné la bataille la plus importante. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes aux prises avec des dynamiques familiales similaires, sachez que vous méritez le respect et la gentillesse. Établir des limites ne consiste pas à punir les autres. Il s'agit de vous protéger et de protéger ceux que vous aimez. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement de quitter la table où l'amour est servi avec des conditions et d'en trouver une où tout le monde est nourri de la même manière.